Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, je propose de vous analyser aujourd'hui le fameux document d'Émile Zola, publié dans l'Aurore du 13 janvier 1898, lettre ouverte au président de la République de l'époque, Félix Faure. J'accuse. Je le répète avec une certitude plus véhémente. La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. D'une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse. De l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Il y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Bilot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gons de s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte inattaquable. J'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Bellhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans l'Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique et d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation, et c'est volontairement que je m'expose. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, qu'on ose donc me traduire en cour d'assises, et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. La lettre ouverte d'Émile Zola constitue l'un des temps forts de l'affaire Dreyfus, qu'elle réactive de manière spectaculaire et décisive. Elle est aussi révélatrice de ses enjeux et de ses acteurs. Écrivain célèbre, gagné à la cause du capitaine, Zola prend délibérément le risque de provoquer les autorités par voie de presse. Assuré du retentissement de son article, l'auteur s'engage, au nom de la justice et de la liberté, avec son arme préférée, la plume. Par là, j'accuse peut aussi être regardé comme l'un des moments clés dans l'émergence, à la faveur des événements, de la figure sociale de l'intellectuel.
Le document comprend l'essentiel de la dernière partie d'une lettre ouverte d'Émile Zola au président de la République, Félix Faure, en principe le plus haut personnage de l'État. Destinée en réalité au lecteur des 300 000 exemplaires de l'Aurore, elle doit à Clémenceau, le directeur du journal, son sous-titre percutant « J'accuse ». Dans son intégralité, ce long article couvre les 6 colonnes de la première page et une partie de la deuxième. Repris en brochure, il tiendra sur 16 pages. Il n'en fallait pas moins pour exposer, noir sur blanc, et pour la première fois, l'ensemble des faits connus, lier les événements et, simultanément, en éclairer la cohésion. En forme de pamphlet, la conclusion de la lettre ouverte vise explicitement à susciter une réaction judiciaire des personnalités mises en cause et, au-delà, à alerter l'opinion publique. En 1898, Émile Zola a 58 ans. Au sommet de sa carrière littéraire, il a achevé 5 ans plus tôt le dernier roman de l'impressionnant cycle des Rougon-Macquart, entamé en 1870. L'ancien président de la Société des gens de lettres, de 1891 à 1896, est un écrivain comblé, connu aux 4 coins du vieux continent. Lourdes, publié en 1896, s'est vendu à 143 000 exemplaires. Rome, 1897, approche les 100 000. Le 3e volume de la trilogie Paris doit prochainement paraître. Récemment convaincu de l'innocence de l'ex-capitaine par le noyau dreyfusard initial, Bernard Lazare, Louis Leblois, Scheurer-Kestner, il prend position en faveur du déporté de l'île du Diable dans le Figaro du 25 novembre 1897. 2 autres articles paraissent les 1er et 5 décembre, avant que la direction du quotidien, sensible aux protestations de ses lecteurs, mette un terme à cette collaboration sulfureuse. Zola poursuit alors ses interventions par voie de brochure. 2 sont publiées. La lettre à la jeunesse de France et la lettre à la France à la fin de l'année. Si Zola préparait J'accuse depuis quelque temps, sa publication le 13 janvier 1898 est une réponse à l'acquittement 2 jours plus tôt du commandant Esterhazy, que le chef du service de renseignement, le colonel Picard, estime être l'auteur du bordereau à l'origine de la condamnation de Dreyfus. Achevé à la hâte, l'article paraît sans que son auteur ait consulté qui que ce soit en dehors des responsables du journal. Le 14, la protestation publique des intellectuels en faveur de la révision du procès traduira à son tour l'émotion des Dreyfusards. Depuis 1894, nombre de faits nouveaux sont portés à la connaissance du petit groupe d'hommes, Mathieu Dreyfus, Bernard Lazare, en lutte pour la révision du procès. Dynamiques et influents, les premiers Dreyfusards peinent cependant à ouvrir une brèche dans les solides défenses dressées par l'état-major. Celui-ci fait bloc autour de la thèse officielle et, au besoin, écarte les militaires saisis par le doute. Le colonel Picard est ainsi muté dans l'Est, puis en Tunisie. À plusieurs reprises, la presse est emparée des informations, vraies ou fausses, livrées par les protagonistes. Jusqu'en octobre 1897, ces révélations accablent le plus souvent Dreyfus à la satisfaction des antisémites et des nationalistes. Félix Faure, le très modéré président de la République, n'est plus tout à fait sûr, dit-on, de la culpabilité de Dreyfus, mais se garde d'agir en conséquence. Quant au gouvernement que dirige Méline, appuyé sur une majorité progressiste de centre droit, il couvre les chefs de l'armée. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus, répète le président du Conseil le 4 décembre 1897. Plus qu'une simple conclusion dans laquelle Zola rassemblerait les principaux arguments développés,
les extraits soumis aux commentaires justifient le sous-titre retenu et sur le fond, comme dans la forme, donnent tout son sens à l'initiative de l'écrivain. La première phrase du document reproduit, comme en écho ou en mot d'ordre, les termes mêmes par lesquels Zola terminait l'article paru dans le Figaro du 25 novembre. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Resté dans ses premiers écrits de Dreyfusard sur le terrain des idées générales et d'une critique ferme mais vague des adversaires de la révision, l'homme de lettres change de ton et de méthode. Démonstration précise et argumentée, J'accuse est d'abord un pamphlet. La maîtrise de la plume garantit l'efficacité du propos. Métaphore, sélection des adjectifs, sens de la formule, alternance de phrases longues et courtes dont le « j'attends » final offre le modèle absolu, etc., confirme le savoir-faire de l'auteur. À vrai dire, Zola ne manque pas d'expérience en la matière. Ainsi n'avait-il pas craint, dans le passé, de polémiquer avec les bien-pensants à propos de Manet, publié en 1866, de La République, 1870, des critiques de l'Assommoir, 1877, et de Nana, 1880, ou pire, de la censure lorsque les autorités avaient interdit, en 1885, les représentations de la pièce de théâtre tirée de Germinal. Encadré par deux rappels aux principes, le cœur du texte se compose d'une succession de mises en cause nominales que scande la répétition des « j'accuse ». Concis, loin des facilités et des grossièretés injurieuses fréquentes dans la presse de l'époque, le réquisitoire ne s'embarrasse pas d'euphémismes. Sévère, cruel, solennel, les mots font mouche et frappent à la tête. Plutôt que de revenir sur Esterhazy, dont la culpabilité paraît un fait acquis, Zola cible son tir sur les hommes dont les machinations ont transformé l'erreur judiciaire en crime. En bonne logique, il dénonce le lieutenant-colonel du paty de Clam, dont l'instruction partiale a enclenché l'erreur judiciaire et qui, par ses manœuvres, aggravera les malheurs de Dreyfus. Mais Zola vise plus haut. Avec une audace remarquable, si l'on ne perd pas de vue le prestige dont jouit alors l'armée, il attaque les principaux responsables militaires, chefs d'état-major, les généraux de Boisdeffre et Gons, ou ministres de la guerre, les généraux Mercier et Biot. Il ne s'agit pas pour autant d'excuser les comparses, grâce auxquels l'iniquité fut perpétrée et persiste. Général de Pellieux, commandant Ravary, expert civil, conseil de guerre. Chemin faisant, Zola dénoue le fil des complicités aux ramifications multiples et inquiétantes. Ainsi, soupçonne-t-il les bureaux de la guerre de vouloir manipuler l'opinion par journaux interposés. Les clercs et l'écho de Paris sont cités, mais non le Matin ou, plus encore, la Libre Parole, qui dès 1894 avait mis en cause Dreyfus et que son antisémitisme place en première ligne du combat anti-révisionniste. L'écrivain, notons-le, n'est pas en mesure d'étayer son réquisitoire de preuves irréfutables. La logique rigoureuse du propos peut emporter l'adhésion, mais ne saurait suffire devant un tribunal. Or, c'est sur ce terrain que Zola souhaite entraîner ses adversaires. Conscient de ce que l'issue de la bataille juridique dépend de l'ébranlement de l'opinion publique, Zola ne doute pas de l'importance primordiale de la presse dont il se sert comme d'une tribune depuis l'automne. La nouveauté de l'article du 13 janvier réside dans son caractère offensif. La forme, dès lors, éclaire la tactique. Zola ne se contente pas d'interpeller ses lecteurs, il provoque les anti-Dreyfusards, plus particulièrement ceux qui, s'abritant derrière l'autorité de la chose jugée, empêchent la réouverture des dossiers. Pour tout dire,
La technique n'est pas nouvelle. Avant Zola, Bernard Lazare avait souhaité qu'on la poursuive après la publication d'une première brochure. En vain, le jeune journaliste souffrait d'un manque de renommée. Afin de forcer le verrouillage officiel, l'écrivain met sa notoriété en jeu et opère de telle sorte que les personnalités attaquées soient dans l'obligation d'invoquer les articles 30 et 31 de la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse et de lui intenter un procès en diffamation à l'occasion duquel chacun devra s'expliquer. Périlleuse, l'option du procès confirme les certitudes du rédacteur et la vigueur d'un engagement qui, au nom des principes, amène à payer de sa personne. D'une lutte dont la dimension collective ne nuit pas, au contraire, à la reconnaissance pleine et entière des individualités particulières. En bref, d'une action dans et par laquelle les intellectuels, à la suite de Zola, se révéleront à eux-mêmes. Car si l'acquittement d'Esterhazy contraint Zola à boucler son article fleuve en 48 heures, l'écrivain, instruit par sa propre expérience à la tête des naturalistes ou à la présidence de la Société des gens de lettres, réfléchit depuis longtemps aux responsabilités sociales et politiques des hommes de culture. Écrit en janvier 1898, l'article traduit l'état des informations patiemment recueillies par les révisionnistes. Ainsi, n'est-il pas question du faux Henri, pièce essentielle dont la divulgation ultérieure se retournera contre l'état-major. Mais plus que ces inévitables lacunes, on notera qu'au moment de conclure, Zola, qui en mai 1896 avait signé un article intitulé « Pour les Juifs », et dont l'intervention de novembre 1897 dénonçait la haine raciale, ne juge pas utile d'insister sur les motivations antisémites du camp adverse. Seule une allusion à la passion cléricale du général de Pellieu y renvoie peut-être de façon détournée. Pour le reste, l'auteur, soucieux d'argumenter au plus près des détails, se bat aussi sur le terrain des valeurs élémentaires et fondamentales. La vérité, la justice, le bonheur, l'humanité. Ces références rappelées, Zola démontre les mécanismes d'un enchaînement criminel, dont les ressorts sont à rechercher dans l'esprit de corps et de caste, d'une hiérarchie militaire érigée en puissance autonome au cœur de la République. Sans s'écarter de la ligne adoptée, l'écrivain met le doigt sur le danger, plus directement politique, qui menace le régime et prépare d'autres ralliements à la cause dreyfusarde. Ce faisant, Zola évite la polémique partisane et n'incrimine pas les responsables politiques complaisants ou compromis, à l'exception des ministres de la guerre. L'article aura dans l'immédiat les effets escomptés. Dans le camp Dreyfusard, certains s'alarment, à l'instar de l'ancien vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, et redoutent les conséquences de ce coup de force médiatique. Beaucoup, en revanche, s'enthousiasment et portent Zola au nu. Pour sa part, le socialiste Jules Guesde salue en connaisseur le plus grand acte révolutionnaire du siècle. Les passions se déchaînent, les anti-Dreyfusards traînent l'écrivain dans la boue, invoquent pêle-mêle ses origines italiennes et l'obscénité de ses romans. La Société des gens de lettres envisage l'exclusion de l'homme par qui le scandale arrive. Objet d'une haine tenace du côté des antisémites et des nationalistes, l'écrivain est traduit par le général Billot devant la cour d'assises pour diffamation de fonctionnaires. Afin d'empêcher le débordement prévu par Zola, le gouvernement ne retient contre lui que sa dénonciation des juges d'Esterhazy, auxquels il reprochait d'avoir prononcé un acquittement par ordre. En février 1898, le procès Zola se superpose à l'affaire. En dépit des efforts du président de la Cour, prompt à répéter que la question ne sera pas posée, les débats échappent aux témoins de l'accusation et révèlent l'existence du faux Henri. Le 23,
L'écrivain est condamné à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. Après l'annulation, décidée par la Cour de cassation, un second procès confirme en juillet le premier jugement alors que Zola a quitté la France pour l'Angleterre, d'où il ne reviendra qu'en juin 1899. À cette date, le camp révisionniste, élargi et restructuré, s'apprête à remporter une double victoire juridique et politique. Modèle d'engagement retentissant d'un intellectuel au service d'une cause, J'accuse entrait dans l'histoire.